et que néanmoins il était le numéro 1 dans le monde. C'était l'alter ego d'Igor Antsov. Piaget il disait je suis numéro 1 dans le monde, enfin on dit que je suis le plus grand psychologue des années 50, mais la plupart de mes collègues me disent non-scientist, non scientifique, parce que je ne peux pas démontrer, test statistique à l'appui, le processus de construction de l'intelligence chez l'enfant que je crois avoir observé et que je crois avoir conceptualisé sous le processus assimilation, accommodation, équilibration, etc. Et alors du coup, Piaget, assez rapidement, s'est convaincu de quoi? Ben, exactement la même chose que moi. Il s'est convaincu, c'est moi qui me suis convaincu de la même chose que lui, vu l'immensité du personnage. C'est-à-dire qu'à défaut de réponse méthodologique, partout et toujours, il y a des cas, il y a plein de cas où les réponses méthodologiques peuvent suffire. Mais à défaut de réponse méthodologique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est dans le vide sidéral? Non. Piaget nous dit à défaut de réponse méthodologique, c'est-à-dire à défaut de pouvoir démontrer que ce que vous avez produit comme connaissance est valide d'un point de vue méthodologique, c'est-à-dire essentiellement statistique, vous devez être en mesure de montrer que ça tient la route parce qu'il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi? C'est la qualité et la richesse du raisonnement, c'est la pertinence des dimensions que vous introduisez dans la problématique, c'est, bref, ce que j'appelle personnellement du travail épistémique et que Piaget appelait également du travail épistémique. Alors, je vous donne la définition de l'épistémologie. Une définition, c'est celle de Piaget. L'épistémologie, c'est l'étude de la constitution des connaissances valables. Alors si on avait le temps, mais on n'a pas le temps, mais vous le ferez, si ça vous amuse, on pourrait, non pas déconstruire, mais on pourrait prendre pratiquement tous les mots. Mais rapidement, c'est l'étude, donc ça veut dire que c'est du logos, donc ça veut dire que c'est une réflexion sûre. Autrement dit, contrairement à mon jeune collègue de tout à l'heure à nouveau, non seulement je fais de la recherche, une recherche, mais je réfléchis à la façon dont je la fais, c'est-à-dire que je me mets en situation d'observateur de mon propre cheminement. Donc c'est une recherche au deuxième degré. Vous travaillez sur l'aviation civile, machin, etc. Donc vous allez traiter des données, vous allez recueillir des données, vous allez traiter, vous allez essayer de voir s'il y a des concepts qui marchent plus ou moins et qui éclairent, etc. Et si... mais si vous n'avez pas refermé le bouquin d'épistémo tout de suite, chemin faisant, vous allez le matin dans votre bain, si vous ne prenez pas une douche et que vous réfléchissez un peu, parce que vous avez le temps, vous allez vous dire, mais à quoi ça rime? Est-ce que je continue à contrôler un processus? Est-ce que je suis toujours conscient de ce que je fais? Est-ce que j'ai quelque espoir que ce soit valable à la sortie? Et valable comment? Et pour qui? Et de quel point de vue? C'est-à-dire selon quels critères, etc., etc. Autrement dit, c'est cette espèce d'auto-réflexivité du chercheur sur le cheminement qu'il est en train d'accomplir. Et vous voyez bien pourquoi c'est grave, tous ces jeunes collègues qui disent l'épistémo, on s'en fout. C'est parce qu'à partir du moment où vous avez renoncé au mot, vous renoncez à la chose, comme aurait dit Michel Foucault. C'est-à-dire que, bon, à partir du moment où je dis l'épistémologie, je m'en fous, ce ne serait pas grave si on ne renonçait qu'au mot. Mais ce qui est grave, c'est de renoncer au processus, qui est ce processus d'essai d'autocontrôle. Tout ça avec une humilité et une modestie totale, parce qu'à la sortie, on ne contrôle pas grand-chose. Mais, bon. Deuxième aspect sur lequel je vous... donc, étude, logos, et plus exactement, réflexivité. Réflexivité,
explicitation, être capable d'expliciter autant que faire se peut ce que l'on estime être le bien fondé de ce qu'on est en train de fabriquer ou de raconter. Deuxième aspect, et c'est pour ça qu'on a dit de Piaget, et un certain nombre de ses bouquins s'appellent épistémologie génétique, c'est l'étude de la constitution des connaissances, c'est-à-dire c'est l'étude du processus d'élaboration, du processus de fabrication, du processus de constitution et j'allais dire de réception en même temps d'ailleurs de vos connaissances, en tous les cas pour un certain nombre d'entre nous et à nouveau ceux qui travaillent à destination d'un certain nombre de praticiens vis-à-vis desquels vous ne pouvez pas dire moi je suis dans ma tour d'ivoire, j'écris des trucs, s'ils veulent les lire ils les lisent. Les collègues qui me disent ça, je leur dis rassurez-vous, ils ne les lisent pas. Et récemment, il y avait en stratégie quelqu'un qui me disait mais tu te rends compte, toutes les enquêtes montrent qu'il n'y a aucun dirigeant qui lit Strategic Management Journal. Ce à quoi j'ai répondu fort heureusement, parce que s'il lisait, ça irait encore nettement moins bien que. Oui, sous forme un peu provocatrice, parce que j'exagère en disant ça. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que non seulement ces revues sont illisibles, mais que quand bien même celui qui les lit fait l'effort de comprendre, bon, on y arrive quand même, si on a un petit bagage intellectuel, on se dit 9 fois sur 10, mais il a défoncé une porte ouverte, le type. Ou il raconte à nouveau la même chose que ce qu'on sait déjà depuis Vercingétorix, etc. Bon. Donc, c'est l'étude de la constitution, l'étude de la fabrication, l'étude de l'élaboration, etc. Bon, étude d'élaboration de quoi? Étude d'élaboration de connaissances. C'est-à-dire que, alors évidemment, connaissance, c'est une espèce de boîte de Pandore. Quand on connaît, qu'est-ce que c'est que la connaissance? Évidemment, dans nos domaines. Dans nos domaines. Eh bien, nous y voilà, nous. Chaque fois que je participe à un séminaire de doctorants, pas vous, mais les doctorants traditionnels, dans mon université ou ailleurs, le doctorant présente l'état d'avancement de son truc. 9 fois sur 10, il y a toujours 2-3 directeurs de thèse ou 2-3 profs qui disent « Mais on n'a pas bien compris, ça va être quoi ta contribution théorique ?» Alors là, il y a des thésards qui disent ma contribution théorique, c'est je vais démontrer que s'il y a l'or B et que ça s'inscrit dans la théorie, je sais pas quoi, du leadership, machin, truc. » Puis il y en a d'autres qui disent je sais pas trop, parce que dans leur tête, ils n'ont pas du tout envie d'avoir une contribution théorique. Ou plus exactement, ils peuvent avoir envie de fabriquer autre chose que ce que l'on appelle une contribution théorique. Par exemple, le type qui fabrique un nouvel outil de contrôle de gestion ou de Michael Porter quand il a fabriqué son... Alors on peut toujours dire après coup et a posteriori, c'est une contribution théorique. Mais en réalité, au moment où il l'a construit, c'est pas du tout une contribution théorique. Michael Porter était un type extrêmement intelligent, qui était un économiste industriel, qui connaissait tous les concepts, barrière à l'entrée, barrière à la sortie, etc., en tant qu'économiste. C'est-à-dire qu'on faisait fonctionner sur un secteur industriel. Son intelligence géniale, du point de vue du marketing personnel, c'était de se dire, mais au lieu de garder l'attitude de l'économiste industriel qui regarde le secteur automobile en surplomb, puis qui dit concentré, moins concentré, fragmenté, machin, barrière à l'entrée, barrière à la sortie, si je me mets dans la position du PDG de Renault, c'est-à-dire si j'adopte un point de vue de stratège, d'acteur dans le secteur, et non plus
d'observateur du secteur comme l'est un économiste industriel, est-ce que ces concepts peuvent servir à quelque chose? Et sa réponse a été de dire oui, ces concepts peuvent servir à la condition que je fabrique un outil. C'est-à-dire qu'à la condition que j'utilise les concepts théoriques ou la théorie d'économie industrielle, bien connue, structure, comportement, performance. Hein? L'économie industrielle ne dit rien d'autre. Il y a des structures industrielles, à partir de là, il y a des entreprises qui se comportent d'une certaine façon ou d'une autre, puis à la sortie, elles ont des performances bonnes, mauvaises, moyennes, etc. Donc il a tout repris de l'économie industrielle, simplement il a eu cette espèce de génie de changer de regard et de changer de point de vue, c'est-à-dire de se mettre dans la position d'un acteur dans le système, dans le secteur, et non pas simplement d'un observateur du secteur dans son ensemble. Mais avec aucune ambition théorique. Aucune ambition. C'est-à-dire qu'on aurait dit, Monsieur Michael Porter, vous n'aurez pas votre doctorat, puisque vous n'avez pas de contribution théorique. Alors, ce que je suis en train de vous dire là, on y reviendra si vous le souhaitez, vous avez l'immense chance dans ce DBA de pouvoir échapper à ce terrorisme-là. C'est-à-dire de pouvoir imposer à votre directeur de thèse, si nécessaire, le fait que non, peut-être vous avez une ambition de créer une contribution théorique, mais si quelqu'un d'autre a ambition de créer un nouvel outil, une nouvelle grille d'analyse, une typologie de je ne sais pas trop quoi, etc., il aura le droit de le faire, sous certaines conditions, naturellement, de sérieux, de rigueur méthodologique, etc., qui peuvent s'appliquer à différents domaines et à différents produits de recherche. J'insisterai beaucoup, plus on s'acheminera vers la sortie. Aujourd'hui, j'attirerai à de multiples reprises votre attention sur la nécessité pour vous de vous questionner en permanence sur ce que j'appelle le produit de la recherche. Quelle est la gueule du produit que, in fine, vous avez envie de fabriquer? Est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est une contribution théorique? Est-ce que c'est la description d'un processus? Est-ce que c'est une typologie? Je veux dire, en botanique, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens, pendant des centaines d'années? Ils ont classé des végétaux. Alors, c'était où la contribution théorique? Sauf que les contributions théoriques, elles ont pu advenir parce qu'il y avait des ribambelles de gens qui avaient fait des herbiers. Bon. Et que dans un certain nombre de domaines dans lesquels on ne connaît rien, ou pas grand-chose, mais où on sent qu'il faut dire quelque chose de si possible intelligent, le fait de faire des herbiers, ça peut déjà être une connaissance, Piaget nous aurait dit, valable. Elle est valable parce que justement, on va tomber sur un autre mot que j'aime bien, qui est l'étiquette de pragmatiste. Et non pas de pragmatique au sens de Sarkozy, mais de pragmatiste au sens des philosophes américains. C'est-à-dire de gens qui disent, moi je fais de la recherche pour, si possible, aider les gens à vivre un peu mieux. De façon très modeste. Peut-être que je ne les aiderai pas du tout, mais en tous les cas, je suis tiré par ça. Je suis poussé par ça. C'est-à-dire que je ne fais pas de la recherche pour produire une connaissance, j'allais dire, auto-érotisante, même si le principe de plaisir est capital quand on fait de la recherche. Mais ce n'est pas simplement pour me faire plaisir. C'est parce que j'ai l'ambition, sans doute démesurée, ou en tous les cas, j'aime bien imaginer que ce que je fabrique est susceptible d'intéresser ne serait-ce qu'un type dans le monde qui, dans une situation comparable, va faire les choses différemment de ce qui se faisait jusque-là. J'ai eu la chance extraordinaire, en dehors d'Igor Antsov, de côtoyer un immense personnage qui s'appelait François Pérou,
qui était à une époque le plus grand économiste français, ou considéré comme tel, professeur au Collège de France, économiste totalement hétérodoxe, c'est-à-dire qui s'est battu toute sa vie contre la théorie néoclassique défendue par les Américains en particulier, et qui travaillait largement sur des questions d'économie du développement. C'est pour ça qu'il était très connu en Amérique latine, en Afrique, etc. Qu'il a sa statue dans 2-3 universités d'Amérique latine, etc. Alors qu'en France, si vous dites à des profs de sciences économiques aujourd'hui, c'est qui François Pérou, ils vous disent ça doit être un joueur de foot, mais je ne sais pas lequel. Un jour, j'ai dit à François Pérou, qui était un immense personnage, hein, professeur au Collège de France, moi je venais juste d'avoir ma thèse. Je lui ai dit, mais monsieur le professeur, pourquoi vous avez choisi d'être économiste? Et il m'a dit, parce que des hommes ont faim. Et c'est le seul économiste que j'ai rencontré dans ma vie qui m'a dit ça. Parce que des hommes ont faim et que ça m'est insupportable. Aujourd'hui, l'immense majorité des profs d'économie, prix Nobel ou pas, et qui vous posez cette question, vous disent c'est parce que je peux manipuler des mathématiques sur des données, machin, ou c'est parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas être un grand physicien, mais que par contre, j'étais suffisamment matheux pour devenir un bon économiste, etc. Pourquoi croyez-vous que c'est Jean Tirole qui a eu le prix Nobel d'économie? C'est parce que c'est un X-pont. Et qu'aujourd'hui, si vous voulez faire de l'économie, et être publié dans les revues canoniques, etc. Si vous n'êtes pas X-Min, X-Pont ou X tout court à la rigueur, mais il ne faut pas descendre en dessous, vous n'avez aucune chance. Bon. Ça veut pas dire que ce soit des gens idiots, mais ça veut dire que vous avez un certain nombre de chercheurs, et personnellement j'ai la faiblesse de penser qu'en sciences sociales, c'est une nécessité, qui se disent à quoi bon faire de la recherche. Et parce que des hommes ont faim, c'est pas la même chose que le type qui vous dit j'ai fait de la science économique parce que je me suis rendu compte que je pouvais pas être un bon physicien. Vous voyez le truc. Et donc ça rejoint tout le courant pragmatiste, qu'il soit américain ou pas. On a tendance à dire la philosophie pragmatiste, c'est le trio James, Peirce, Dewey, mais ça remonte à Aristote, Héraclite et bien loin. Et puis il y a des wagons de gens, fort heureusement, qui ont abondé le pragmatisme sous différents angles, différents affluents. Tous ces gens-là ont eu en commun au moins ça, c'est-à-dire produire de la connaissance, non pas simplement pour se faire plaisir, mais produire de la connaissance parce qu'on espère, qu'on essaye de faire en sorte qu'elle soit utilisable de façon directe ou indirecte. Il y a tout un tas de variantes. Mais qu'en tous les cas, elle soit destinée, qu'elle soit orientée dans cette direction. Qui est très très loin, qui est aux antipodes même de ce qu'on appelle l'objectivisme positiviste. Consiste à dire, moi je suis au contraire Ponce Pilate, c'est-à-dire que vous interrogiez sur les raquettes de tennis plutôt que quand vous faites des skis, c'est votre problème, c'est un problème de bas étage. Moi je vous dis que les entreprises diversifiées ont des taux de profit qui sont plus stables que les autres. Maintenant, à partir de là, bon. Vous voyez que dans certains domaines, Jean-Philippe en a peut-être parlé ce matin, les problèmes de la gouvernance, qui sont quand même plus que brûlants. La fameuse gouvernance actionnariale dont on nous a tous convaincus qu'il fallait l'adopter, je dis nous tous, y compris les Allemands, qui pendant un certain temps ont failli renoncer à leur magnifique modèle de cogestion. Quand vous faites un tout petit peu de travail épistémique, de quoi vous apercevez-vous? C'est qu'elle repose
la gouvernance actionnariale sur la théorie de l'agence. Il y a un principal qui est l'actionnaire, et puis un agent qui est le serviteur de l'actionnaire, qui est le dirigeant, et il faut donc faire en sorte que les intérêts du dirigeant soient alignés sur les intérêts de l'actionnaire, de façon à ce qu'il n'y ait pas une feuille de papier à cigarette qui passe entre les deux, pour maximiser le profit. Que cette théorie de l'agence due à M. Jensen, 1976, qui lui a valu une notoriété mondiale, 1976, en 2011, il a écrit un article en disant, non pas je me suis trompé, parce que ça, jamais, mais en disant, c'est plus compliqué que ce que j'ai dit. Et grosso modo, en disant ça, en 2011, dans un article, il a reconnu implicitement et entre les lignes que le modèle de la gouvernance qu'on appelle, nous, dans notre jargon, partenariale, certes un peu plus compliqué, faisait moins de dégâts que la gouvernance actionnariale. Sauf que c'est à Michael Jensen et à quelques autres qu'on doit la généralisation de la gouvernance actionnariale dans tous les grands groupes occidentaux, avec tous les dégâts que l'on a pu constater depuis des années. Donc vous voyez que c'est pas anodin ce genre de truc. C'est pas anodin du tout. C'est-à-dire que soit je me pose des questions sur quelle est la cible ou la destination de la connaissance que je prétends produire, et est-ce que je ne vais pas provoquer des catastrophes, ou bien, sous prétexte d'objectivité scientifique, je me mets en surplomb, dans ma tour d'ivoire, comme on dit. Je dis, moi je traite des données, je vous donne les résultats de mes données, après moi le déluge, etc. Sauf que le déluge, alors, dernier point, et ça c'est un aspect monumental de la réflexion épistémologique, c'est la notion de valeur de la connaissance. Piaget nous dit de façon très modeste et en même temps très problématique, connaissance valable. Et vous voyez très bien que ce faisant, il nous met dans les mains une invitation puissamment heuristique, c'est-à-dire mes petits gaillards, retroussez-vous les manches, à vous de bosser et à vous de vous interroger sur qu'est-ce que ça veut dire valable. Alors là encore, le positivisme de bon aloi qui sévit en sciences de gestion, rassurez-vous, c'est à peu près le domaine. C'est presque un des derniers domaines dans lequel ça sévit, ce qui est paradoxal, j'y reviendrai. La plupart des autres domaines, surtout les domaines sérieux, la physique quantique, la biologie, ont évidemment abandonné totalement ce positivisme-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des positivistes, mais ce positivisme-là, ils l'ont abandonné parce que c'est une impasse. Cette espèce de croyance dans une objectivité absolue. C'est-à-dire le fait que vous arrivez à démontrer de façon objective que s'il y a, alors B. L'immense majorité des énoncés soi-disant scientifiques que vous allez rencontrer dans l'immense majorité des revues académiques de gestion vous délivrent des résultats de ce type-là. J'ai validé l'hypothèse numéro 23 bis. Si le taux de diversification est un peu plus élevé, alors le taux de profit est un peu plus stable, etc. Et tout ça en essayant de montrer que je l'ai fait d'une façon parfaitement objective, c'est-à-dire sans jamais interagir avec mon objet d'étude et avec les données
et avec les données que je traite, que je recueille d'abord et que je traite ensuite. Alors, c'est pas à vous que je vais... À des doctorants qui n'ont jamais mis les pieds sur le terrain, comme on dit, je suis obligé d'essayer de les convaincre. Vous, je pense que vous êtes convaincus d'emblée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas croire à une fable pareille. Parce que vous savez très bien que dès que vous avez décidé de vous intéresser à un problème plutôt qu'à un autre, vous avez déjà fait un choix que l'on appelle un choix de découpage. Vous avez décidé de circonscrire un territoire et par conséquent de vous désintéresser de ce qu'il y a autour et qui, le cas échéant, naturellement peut interagir sur. Qu'à partir du moment où vous avez commencé à utiliser tel concept plutôt qu'un autre, telle théorie plutôt qu'une autre, vous avez fait un choix qui est naturellement un choix d'orientation. Qu'à partir du moment où vous avez bâti un questionnaire, par exemple, ce que les grandes majorités des chercheurs en gestion font, ils bâtissent des questionnaires qui vont administrer. Vous savez très bien que quand on bâtit un questionnaire, c'est pas neutre, comme on dit, c'est-à-dire selon la façon dont on formule les questions, les mots qu'on utilise, etc. Bon, ensuite, le questionnaire, vous l'administrez. Alors les gens me disent, vous allez entendre ça dans les séminaires de méthodo, on a fait des entretiens semi-directifs centrés, avec double codage. Si vous mettez ça entre guillemets, vous avez déjà 9 chances sur 10 de réussir votre thèse. Je suis volontiers provocateur, vous avez compris. Ça a du sens, mais il ne faut pas exagérer le sens que ça a. Si je fais des entretiens semi-directifs centrés avec double codage, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire concrètement que je vais solliciter, une trentaine de managers dans des boîtes. Il y en a 12 qui vont me répondre et accepter de me recevoir. Je vais aller les voir pendant 3/4 d'heure, 1 heure, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Je vais leur dire, écoutez, voilà, moi je travaille sur telle question, machin, vous êtes c'est vos domaines, etc. J'ai quelques questions à vous poser, et vous allez formuler quelques questions semi-ouvertes, semi-directives. Puis vous allez prendre en note ou enregistrer ce que le type vous répond. Et puis ensuite, rentrez chez vous, vous allez dire, bon, je dépouille, j'écoute, je relis mes notes, j'essaye d'organiser ça, je dégage des thèmes, je dégage des trucs, etc. Bon, vous voyez bien qu'il y a du subjectif du début jusqu'à la fin. Et vous voyez bien qu'en plus, vous allez... Alors ça, c'est un autre problème sur lequel j'attirerai votre attention. La grande majorité des travaux de recherche en gestion aujourd'hui utilisent comme matériaux empiriques ou qualifiés d'empiriques des données issues d'entretien. En oubliant quelque chose qui pour moi est absolument colossal, mais sur lequel on ne veut pas s'interroger. C'est le fait qu'aujourd'hui, la grande majorité des gens que vous allez interroger dans les boîtes, ils ont tous 2-3 MBA, 2-3 masters, machin, etc. Donc la musique, ils en ont entendu parler. Même s'ils ont un peu oublié les paroles, la mélodie, le refrain. Alors après, vous avez des chercheurs qui, eux, n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise, qui disent « Ah ben, mon hypothèse se vérifie parfaitement. » Parce que les types ont conforté l'hypothèse. Donc j'ai posé comme hypothèse que les entreprises diversifiées avaient des taux de profit plus stables, etc. Et comme par hasard, les 40 cadres que j'ai interrogés, sauf un qui a eu l'air un peu surpris, ou qui a essayé de développer une théorie inverse, la grande majorité m'ont dit ben oui, bien sûr, c'est d'ailleurs fait pour ça, la diversification. On sait très bien qu'on aura peut-être un taux de profit qui sera en valeur absolue un peu moins bon, mais qu'il sera un peu plus stable, etc. Le limonadier qui vend du charbon l'hiver,
Voilà. Bon. Donc aujourd'hui, on est dans une situation qui n'était pas du tout celle d'il y a 30 ans. Et moi, quand j'ai fait ma thèse, que je suis allé interroger, j'ai fait ma thèse sur les 500 premières entreprises françaises. Je ne suis pas allé toutes les interroger, j'ai fait une enquête par questionnaire auprès des 500. J'ai eu 125 réponses, c'était déjà pas mal. Sur les 125 réponses, je suis allé interroger en direct une soixantaine de gens. L'immense majorité des gens que j'ai interrogés, c'était entre 72 et 75, n'avaient aucune formation à la stratégie. Donc ils m'ont raconté des trucs, et moi je me suis bien gardé de leur mettre des concepts de stratégie dans les pattes, bien évidemment. Ils m'ont raconté des trucs qui certes étaient du déclaratif. Je ne suis pas allé contrôler si leur pratique était identique à ce qu'ils me racontaient. Mais ce que je crois pouvoir dire, c'est que ce qu'ils m'ont déclaré n'était pas coloré, sinon totalement constitué par la vulgate stratégique qu'ils avaient reçue dans un MBA, dans un machin, etc., etc. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de situation de circularité qui pour moi est extrêmement problématique, mais qui semble ne poser aucun problème aux gens qui ne se posent pas de questions épistémologiques. C'est-à-dire qu'on se fiche de savoir quel est le problème de recueil des données, ce qui importe, c'est le problème de traitement des données. Pourvu que les traitements, et si possible quantitatifs, soient bons, le reste... Vous voyez très très bien qu'à cet égard, je suis beaucoup moins critique à l'égard de mes collègues financiers. Parce que lorsque mes collègues qui font de la finance de marché travaillent sur des données empiriques, c'est quoi les données empiriques sur lesquelles ils travaillent? Ce sont des cours de bourse. Et les cours de bourse, je suis désolé, c'est 23,53, c'est pas ce que je dis être le cours de Danone, ou etc. Le cours de bourse, il vaut ce qu'il vaut, mais en tous les cas, la donnée que je traite comme cours de bourse est quelque chose que je peux réputer empirique et exogène à moi-même. Alors que lorsque je fais un entretien semi-directif centré sur la stratégie auprès du patron de Renault, je ne peux pas décemment réputer ça exogène. Alors, je pars, on est bien à Paris. Vous voyez pourquoi j'ai voulu faire ma carrière à Lyon et qu'aujourd'hui je n'enseigne qu'à Genève. Il y a moins de sirènes à Genève qu'à Paris. Je pars de cette définition de Piaget dont vous voyez qu'elle est, non pas une définition, mais dont vous voyez qu'elle est un programme et une invitation à réfléchir. C'est-à-dire, encore une fois je résume, je suis chercheur, je ne peux pas me dispenser d'une auto-réflexivité sur ce que je suis en train de fabriquer. J'étudie, vous avez peut-être entendu parler d'un autre immense personnage qui s'appelait Gregory Bateson. Gregory Bateson, qui travaillait, qui est un des pères, parce qu'il y en a plusieurs, de ce qu'on appelle la fameuse école de Palo Alto, en psychologie dite paradoxale. Bateson disait qu'il était un des plus ardents défenseurs des approches systémiques, disait un chercheur digne de ce nom est quelqu'un qui se met au balcon du premier étage pour se regarder passer dans la rue. J'aime beaucoup cette image. C'est impossible, bien sûr, mais c'est capital. C'est-à-dire que si je marche dans la rue, si je chemine dans la rue et que je prétends être un chercheur, et non pas un joueur de boules qui fait ce qu'il veut, un dilettante, si je prétends être chercheur et que je chemine dans la rue, dans cette rue et pas dans une autre, que je vais prendre le carrefour à gauche plutôt qu'à droite, est-ce que j'ai pas intérêt de temps en temps à me mettre au premier étage pour me regarder passer dans la rue et pour me dire où vais-je, d'où viens-je et qu'est-ce que ça signifie. Donc, réflexivité, auto-réflexivité,
Deuxième point, génétique, constitution, donc genèse, processus. On dit souvent le processus importe autant que le produit. C'est en large partie vrai. Mon maître François Pérou, que j'ai évoqué, ne disait jamais « voilà mes résultats de recherche ». Il disait « voilà mon propos d'étape ». Et vous voyez que là aussi, la différence est colossale. Tous les gamins qui écrivent des articles dans les revues que je dénonce sont très fiers d'afficher leurs résultats. Il y a un coefficient de corrélation de 0,68 entre l'âge du capitaine et la rentabilité des capitaux investis, et ça corrobore l'hypothèse 23 de la théorie, machin. Puis après, quand vous dites quels sont... Après, ils ont un dernier paragraphe, c'est implication pour les managers. En général, ils redisent exactement la même chose que les résultats, sauf qu'ils changent les mots pour faire moins savant, parce que les managers sont plus cons. Je suis désolé de cette familiarité, que les chercheurs, par définition. Du chercheur, bien sûr, pas du manager. Ils sont moins intelligents, les managers, parce qu'ils ont le nez dans le guidon et ils n'aiment pas les mots savants. Alors, comme les résultats sont énoncés en mots savants, on énonce les mêmes résultats, mais en mots vulgaires. Et puis on appelle ça implication managériale. Mais c'est la même chose. Et vous voyez très bien que si les résultats portent sur une granularité qui est inadéquate, il n'y a pas d'implication pour le management. C'est-à-dire que c'est une farce. C'est une espèce de supercherie. Donc, genèse, processus, je dirais même souvent généalogie. Sur toutes les questions sur lesquelles j'ai travaillé, je ne me suis jamais dispensé de faire un effort généalogique, c'est-à-dire de retracer la genèse, même de façon sommaire, mais de retracer la genèse des concepts ou des théories que je mobilise. Alors, là encore, je travaille depuis maintenant presque 40 ans, parce que dans ma thèse, j'en parlais déjà. Mais après, c'est tombé en déshérence, et puis c'est revenu au centuple depuis 10 ans, et je m'en réjouis, la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. J'ai tout un tas de jeunes doctorants qui travaillent sur la RSE, à qui l'on dit, surtout, vous ne regardez que les articles publiés depuis 2005. Ne perdez pas votre temps à regarder les articles antérieurement publiés à 2005. Parce que vous allez... C'est caduc. Sauf que quand vous travaillez sur la RSE, c'est pas négligeable de se rendre compte qu'Aristote, il avait distingué soigneusement l'oikos et la crématistique. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait des gens qui géraient l'oikos en bon père de famille, dira-t-on chez les Romains ensuite. C'est-à-dire d'une façon équilibrée entre le produit économique, le respect écologique et le maintien du lien familial, puisqu'à l'époque, l'oikos, c'était le domaine familial. Et que Aristote a des pages sublimes pour pourfendre ceux qui font de la crématistique, c'est-à-dire qui accumulent du profit pour le profit, etc., etc. Et quand vous relisez Aristote, et que vous lisez Milton Friedman, 1962, qui vous dit dans cet énoncé célébrissime, il n'y a rien de plus destructeur pour le capitalisme qu'une conception de la RSE autre que la maximisation de la richesse des actionnaires. Vous voyez que c'est kiff-kiff bourricot. C'est-à-dire que Milton Friedman ne fait que reprendre, mais en disant l'inverse, les propos d'Aristote. Et moi je me dis, comment imaginer ce que vous trouvez dans 9 thèses de doctorat sur 10 aujourd'hui sur la RSE, quelqu'un qui vous dit le mouvement de la RSE, il est né chez Carroll 1984 dans l'article publié aux États-Unis, machin.
Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est possible parce qu'on leur a dit de ne pas regarder les articles publiés avant 2005, au motif qu'ils seraient caducs. Et vous voyez que là-dessous, il y a quoi? Là-dessous, il y a le vieux truc de la distinction entre la science et la non-science, avec les différentes variantes de la science et de la non-science que sont l'art, le travail de l'artisan, pour ne pas dire du bricoleur, le travail de l'ingénieur, qui peut se reposer sur des énoncés scientifiques, mais dont on sait très bien que s'il veut construire un pont qui tienne debout, il y a autre chose. Et pas seulement. Excusez-moi. Est-ce que c'est pas faire œuvre de pédance que de retracer un petit peu la genèse, la géologie de la RSE, du concept? Est-ce qu'on est amené obligatoirement? Non, mais il s'agit pas nécessairement d'en écrire 80 pages dans la thèse. N'écrivez pas dans votre thèse tout ce par quoi vous êtes passé. Ce que je dis simplement, c'est qu'un chercheur qui prétend aujourd'hui travailler sur la RSE, de mon point de vue, n'a pas le droit de ne pas avoir un minimum de curiosité pour se demander où ça s'est produit cette histoire, comment ça a évolué au fil du temps, pourquoi par exemple c'est tombé en désuétude comme par hasard. Moi en 72, quand j'ai écrit des propos sur la RSE dans ma thèse, on n'était pas très nombreux, mais quand même. Igor Ontsov le premier m'a dit moi je suis venu en Europe pour travailler sur la RSE parce qu'aux États-Unis tout le monde s'en fout. Bon. Et aujourd'hui on dit la RSE c'est né aux États-Unis dans l'article de Carole Machin parce qu'il faut citer que des Américains. Sinon vous passez pour un franchouillard. Mais non, je suis désolé, Ontsov il vient des États-Unis pour dire je viens en Europe parce que je veux voir des boîtes, je veux observer des entreprises allemandes, françaises, italiennes, etc., dont je pense que pour des raisons multiples, et notamment culturelles, politiques, institutionnelles, etc., elles ne peuvent pas avoir la même conception de la RSE que celle de Friedman, qui était son ennemi intime. Donc ce que je veux dire, c'est, à partir du moment où vous utilisez des concepts lourds, c'est très lourd le concept de RSE, c'est pas un machin, c'est pas un epsilon qui traîne dans un fond de tiroir. C'est toute une... D'ailleurs, Friedman nous dit qu'il n'y a rien de plus destructeur pour le capitalisme. On ne peut quand même pas dire plus pour dire que c'est lourd. Que quand on travaille sur des concepts qui sont aussi lourds, dont on a de bonnes raisons de penser qu'ils viennent de très loin, puis qu'ils ont cheminé avec toutes les bifurcations, les moments, etc., il n'est pas anodin d'en avoir une petite conscience. Je ne dis pas une connaissance encyclopédique, je dis une petite conscience. Vous parlez de Milton. Pardon? Vous parlez de Milton. Oui, je parle de Milton. Pas de John. Oui, non, je parle de Milton. Alors, pourquoi je vous disais science, non-science? Ah! Vous voyez, l'âge, c'est terrible. L'âge, c'est terrible. Oui, c'est la vieille distinction entre science et non-science. C'est-à-dire que pour les positivistes traditionnels, orthodoxes, il n'y a pas de discussion sur ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'articles que j'ai envoyés dans des revues et qui m'ont été refusés. Comme la grande majorité des chercheurs qui envoient des articles dans les revues, c'est normal. Mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où ça s'est terminé, conclusion. C'est un article très intéressant, mais ce n'est pas de la science, c'est de la pensée. Et ça m'a rassuré, quelque part. Parce que je me suis dit, bon, peut-être que ce n'est pas de la science, mais au moins on reconnaît qu'il y a de la pensée. Eh bien, s'il faut choisir entre la pensée et l'étiquette de science, je peux vous dire que je préfère la pensée. Parce que
Alors, ces gens-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on y reviendra, dès que vous voulez faire une pause, vous me le dites, hein, parce que j'ai conscience que je vous mène un train qui est, surtout avec les conditions atmosphériques. Je provisionne, mais j'y reviendrai, que les gens qui ont une conception extrêmement tranchée entre ce qui est science et non-science sont en général des positivistes, et que le positivisme, du moins dans sa version Daesh, c'est-à-dire plus qu'intégriste, a une définition extrêmement simple et pour lui indiscutable de la science, mais sur laquelle je reviendrai parce que c'est amusant d'y revenir. C'est que la science, au singulier, attention, donc c'est universel. La science est une représentation, certains disent d'ailleurs, en toute modestie, la représentation causale et objective de la réalité. Alors, muni de cette définition que j'emprunte à un immense philosophe des sciences belge qui s'appelait Jean Ladrière, qui est décédé il y a quelques années. Lui, c'était pas une définition qu'il approuvait, mais c'était la définition qui lui semblait représentative de la façon dont fonctionnait le positivisme, ou les positivistes. Je reviendrai ultérieurement. Si on se met à déconstruire, c'est-à-dire si on se met à faire jouer un peu les mots de cette définition, on s'aperçoit que sous sa simplicité en apparence biblique et indiscutable, ça ne tient pas la route 30 secondes. C'est-à-dire que tout explose dès que vous vous amusez à titiller chacun des mots qui constituent cette phrase. Sauf que, évidemment, les positivistes, et en particulier ceux que j'appelle les positivismes naïfs, dont les chercheurs en gestion sont les derniers dinosaures, puisqu'il y a belle lurette que les physiciens quantiques et les autres sont passés à autre chose, les positivistes naïfs considèrent que cette définition suffit à dire ce qui est scientifique et à ce qui ne l'est pas. Et quand on me dit votre article il est intéressant et c'est de la pensée mais c'est pas de la science, c'est parce que j'ai pas démontré une relation causale et objective entre A et B. C'est tout. C'est-à-dire que la seule chose qu'on me reproche, c'est il est où votre résultat théorique? Et on ne comprend pas. On ne voit pas un truc qui est écrit si A alors B, vérifié ou validé sur un échantillon de 500 entreprises, machin, etc., etc. Donc vous voyez que le présupposé, parce que là on est justement en plein présupposé, le présupposé de ce qui vous permet de dire quelque chose est scientifique ou quelque chose ne l'est pas, un énoncé est scientifique et un autre ne l'est pas, repose implicitement, bien sûr, chez les positivistes, sur une conception de la science qui en apparence est simple, qui en réalité est d'une extrême complexité, parce que toute l'histoire de la philosophie des sciences montre que c'est d'une extrême complexité, et que dès qu'on la travaille un tout petit peu, il n'y a plus rien qui résiste. C'est-à-dire ni l'objectivité, ni la causalité, ni la réalité, encore bien moins. Et j'y reviendrai tout à l'heure, parce que c'est quand même amusant de se rendre compte que les chercheurs en gestion semblent ne pas avoir lu Kant, semblent ne pas avoir lu Bachelard, semblent ne pas avoir lu tous les grands philosophes qui, depuis le début de l'humanité, essayent de démontrer que s'il y a quelque chose qui est compliqué, c'est de savoir ce que c'est que la réalité. Et que quand on prétend donner une représentation causale et objective, ou bien ce que les comptables appellent une image fidèle
hein, vous savez, la fameuse image fidèle des comptables. C'est amusant, la notion d'image fidèle. Parce que si vous êtes naïf, comme le sont les chercheurs en gestion, vous allez croire que lorsqu'un comptable dit « voilà, ce bilan est une image fidèle », vous allez vous percevoir que ça donne la réalité de la situation de l'entreprise. Alors que c'est fidèle à quoi? C'est fidèle aux conventions comptables en usage. Point barre. C'est-à-dire que la notion d'image fidèle est une notion procédurale, ce n'est pas une notion substantielle. Elle ne dit rien, pas un mot, sur la substance. Elle dit simplement que les procédures... Alors quand c'est en plus les 4 cabinets d'audit qui dominent le monde qui vous le disent, il faut être encore un peu plus prudent sur le fait que c'est fidèle, parce qu'on a vu que c'était fidèle chez Enron, on a vu que c'était fidèle chez Arthur Andersen, on a vu que c'était fidèle à la Société Générale ou à BNP. Bon. C'est plutôt paradoxal que ce soit justement dans le domaine de la gestion qu'on constate ça. Alors, c'est paradoxal si vous êtes gentil. Oui. Si vous êtes gentil, vous dites c'est paradoxal, vous avez raison. C'est pour moi incroyablement paradoxal. Comme j'ai travaillé depuis 40 ans sur les paradoxes, je vous dis, moi je suis un peu moins gentil que vous. Et je dis, c'est pas un paradoxe, c'est une aberration. Alors vous voulez que je vous donne la meilleure, le scoop, je l'ai écrit d'ailleurs. Il y a 4 ans, 2012, je tombe sur un article, tout petit article, dans un support non académique, donc destiné à des professionnels, dans lequel quelqu'un pour qui j'avais pas mal d'estime jusque-là, directeur de la recherche à HEC, chercheur en stratégie connu, reconnu, etc., explique que la recherche en gestion, en réalité il pensait recherche en stratégie, mais il avait globalisé, il dit la recherche en gestion, alors il explique des trucs, que la connaissance évolue, qu'on connaît de plus en plus de choses sur plein de choses, que machin, etc. Et donc aujourd'hui on ne peut pas faire de la recherche comme il y a 20 ans. Voilà ce qu'il dit. Et il dit, à un moment donné, ça bascule, et il dit, et je cite, la recherche en gestion, c'est comme l'archéologie. Écoutez bien, la recherche en gestion, c'est comme l'archéologie. On ne découvrira plus de nouveaux Machu Picchu. Mais, en brossant centimètre carré par centimètre carré, on découvrira des choses passionnantes sur l'état de santé des Incas. Et là, vous dites, mon pauvre ami, je me suis dit, mon pauvre ami, t'as rien compris. C'était il y a 4 ans aussi. 4 ans, directeur de la recherche à HEC. Je me suis dit, mon pauvre ami, t'as rien compris. Tu croyais naïvement que les chercheurs en gestion se prenaient pour des mécaniciens. Si A, alors B. Parce que le modèle dominant, implicite, de l'immense majorité de la recherche en gestion, c'est ce qu'on appelle la mécanique rationnelle. Non pas la mécanique quantique, la mécanique avant 1930. C'est-à-dire, effectivement, si A, alors B. Ce qu'on a appris dans les classes de sciences physiques au lycée. Et le chercheur en gestion se dit, si je veux être scientifique, il faut que j'apparaisse aussi robuste que le mécanicien. Et donc, il faut que je fabrique des résultats. Si j'appuie d'un côté, ça va faire monter le schmilblick de l'autre. Si A, alors B. Je me suis dit, ce jour-là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais t'as rien compris. Les chercheurs en gestion ne se prennent pas pour des mécaniciens, ils se prennent pour des archéologues. Mais alors, vous voyez le truc. C'est que là, je me suis dit, alors, effectivement, on n'est pas sur la même planète. Parce que moi, non seulement je ne dis pas on ne va plus découvrir de nouveau Machu Picchu, mais je dis le boulot du chercheur en gestion, c'est de concevoir de nouveaux Machu Picchu. Bon.
Je peux très bien analyser des Machu Picchu existants, c'est-à-dire comment est géré Nestlé, Volkswagen, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas de gratter centimètre carré par centimètre carré avec ma brosse à dents, au motif que plus je vais gratter, plus je vais découvrir des trucs passés, enfouis. Alors que, étant pragmatiste, je me dis, si je gratte, ça n'a d'autre intérêt que de concevoir ce qui n'existe pas encore. Mais oui, c'est-à-dire qu'on est en plein misfit, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un chercheur éminent, ou considéré comme tel, écrit ça, qu'institutionnellement, il est directeur de la recherche à HEC. Vous voyez que c'est lourd. Vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête? Alors, certains m'ont dit, ouais, tu exagères, il a voulu faire un bon mot. Je dis, je suis désolé, on n'a pas le droit de faire des bons mots sur des trucs aussi sérieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'embarquer des générations de chercheurs quand on est escalité. On n'a pas le droit de les embarquer dans ce qui est une aberration. Et l'aberration est d'autant plus forte que ces gens-là travaillent d'une façon ahistorique. C'est-à-dire que si encore ils travaillaient d'une façon historique, c'est-à-dire s'ils disaient la gestion procède d'une historicité, c'est-à-dire ça se construit au fil du temps avec des essais, des erreurs, des bifurcations, etc. Et justement on essaye de comprendre la généalogie. Pourquoi est-ce qu'on maximise la valeur actionnariale aujourd'hui alors qu'on ne la maximisait pas il y a 30 ans? Pourquoi est-ce qu'on a favorisé des stratégies de recentrage sur les métiers ou d'externalisation des activités il y a 10 ans ou il y a 15 ans et pas il y a 30 ou 40 ans où on disait l'inverse? Donc tout ça est tout à fait capital de comprendre ça, pour comprendre que justement ça ne procède pas d'une vérité universelle si A alors B, mais que c'est un produit de l'historicité, que c'est un produit de l'histoire. Mais ce que fait mon cher collègue de l'HEC, c'est exactement l'inverse. Il vous dit c'est comme l'archéologie, donc je vais travailler sur des Machu Picchu enterrés, mais je vais le faire d'une façon en coupe instantanée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je vais finalement arriver à un résultat si A alors B, quel que soit le temps et quel que soit l'espace. Donc on est dans un double misfit. Premier misfit, c'est est-ce que vous croyez vraiment que la gestion c'est comme l'archéologie? Moi j'avoue que c'est la première fois que j'entendais ça de ma vie. Hein? Et puis, deuxième misfit, est-ce que en adoptant cette position archéologique, comment se fait-il qu'on débouche sur des résultats qui sont ahistoriques? C'est-à-dire qu'ils considèrent que l'histoire n'a aucune importance dans cette affaire. Donc là, il y a quelque chose de grave. Alors, ça y est, j'ai retrouvé la raison pour laquelle, ça procède, cette histoire, parce que c'était parti de ça. Pourquoi est-ce qu'on dit aux jeunes chercheurs, et pas à vous, puisque vous n'êtes pas jeunes? Surtout, lisez pas les articles avant 2005. Puis l'année prochaine, on dira avant 2010, parce que ça va vite. C'est parce qu'on s'est persuadé, puisqu'on faisait de la science, que la science obéissait à cette vieille fable dont vous savez qu'elle est celle que ce qui distingue la science de la non-science, c'est le fait qu'en science, les résultats se cumulent. C'est-à-dire que ce qui fait la différence justement entre la science et la peinture, c'est le fait qu'on ne peut pas dire que Picasso soit plus avancé ou moins avancé que Michel-Ange. Parce qu'on dit que ce n'est pas cumulatif. Alors qu'en science, c'est cumulatif, c'est-à-dire que chaque résultat soit conforte, soit invalide des résultats précédents, mais que chaque fois, il y a une mise à jour. C'est-à-dire qu'on a cette idée que la science est une accumulation progressive de mini-briques qui s'accumulent les unes sur les autres et qui, et le mot va être lâché, et qui tendent asymptotiquement vers la vérité. Sachant que la caractéristique d'une asymptote, c'est évidemment qu'on ne l'atteint jamais, mais ça n'invalide pas le fait qu'on souhaite y tendre.
Alors un jour, j'étais dans un colloque à Paris où il y avait un personnage immense, pour moi, qui s'appelait Cornelius Castoriadis. Vous avez peut-être entendu parler. Grec d'origine, arrivé en France, psychanalyste, philosophe, économiste, un type d'une intelligence fantastique, qui se trouve à côté de moi dans un colloque, et en face de nous, il y avait un jeune chercheur en sciences sociales qui dit d'emblée, moi j'adhère à une conception cumulative de la sociologie. C'est-à-dire que je considère que la sociologie, c'est de la science, et que ce qui caractérise la science, c'est le fait que les résultats s'accumulent comme ça au fil du temps, de façon patiente, chacun avec sa brosse à dents, qui gratte dans son truc, etc. Et qui tendent asymptotiquement vers la vérité définitive. C'est pour ça que j'ai parlé de Daesh tout à l'heure. C'est parce que la vérité définitive, c'est quoi? La vérité définitive, c'est comme le dit magnifiquement mon ami Jean-Louis Lemoyne, c'est qu'un jour ou l'autre, on sera tous morts, mais on finira par retrouver le plan de câblage que le grand créateur a planqué sous les pavés. Parce que c'est ça le fin du truc. Pour mon ami Dussauge, je cite son nom, directeur de la recherche à HEC, vous grattez et vous finirez par retrouver le plan de câblage. C'est-à-dire vous finirez par retrouver le déterminisme absolu que l'on prête au grand créateur, alors je ne sais pas qui c'est, le grand géomètre, Allah, Vishnu, choisissez, et qui a eu cette malice de fabriquer l'univers, puis ensuite de planquer le plan de câblage sous le sable, et qui maintenant s'amuse de voir les ribambelles de petits chercheurs qui, avec leur brosse à dents, grattent pour retrouver une toute petite parcelle du plan de câblage. Et vous voyez en gestion ce que ça signifie, ce truc. Qu'à la rigueur, vous adhériez à cette idée si vous êtes astrophysicien. Alors, inutile de vous dire qu'aucun astrophysicien n'adhère à ça maintenant. Exactement. Aucun. Aucun scientifique. Aucun scientifique n'adhère plus à ça. Voilà, c'est la philosophie des sciences du 19e siècle. Voilà. Sauf que les chercheurs en gestion, c'est pour ça que je dis que ce sont les derniers dinosaures, sont les derniers à pratiquer massivement, à essayer de se persuader de façon massive que ça fonctionne comme ça. Et alors, le jour où Castoriadis, qui était à côté de moi, écoute ce chercheur, il le regarde, il lui dit « C'est bien, cher ami, mais de deux choses l'une. Ou bien vous connaissez l'asymptote, et je me demande bien pourquoi vous y mettez pas tout de suite, ou bien vous la connaissez pas, et je comprends pas un mot à ce que vous êtes en train de me dire. » Et oui, vous voyez bien le truc. C'est-à-dire que vous voyez très bien que, in fine, le présupposé du positivisme intégriste, c'est la théologie. C'est-à-dire cette idée que le grand créateur a créé l'univers, y compris l'univers auquel nous on s'intéresse gestionnaire, pas simplement les planètes et les machins. Vous voyez bien que le grand créateur qui s'est amusé à fabriquer les logiciels truqueurs de Volkswagen. Il a vraiment une imagination fébrile, le grand créateur. Il s'est amusé non seulement à créer l'univers d'une façon déterministe, donc avec un plan, mais qu'ensuite il a planqué le plan en se disant comme ça au moins, il y a des ribambelles de chercheurs, on va les occuper. Et on s'occupe. Et vous avez des ribambelles de chercheurs en management qui s'en occupent. Voilà. Alors, vous voulez qu'on s'arrête quelques minutes? Ça serait bienvenu. Je sens que on va boire un coup de flotte et puis on repart.